L'Astre rouge, par G. Lenôtre, épisode 2, 1893. Dans l'après-midi du lendemain, au moment où 2 heures sonnaient à la Marienkirche, l'Élida fit entendre un long coup de sifflet rauque. 2 hommes laissèrent filer les amarres qui retenaient à quai le navire. Tout aussitôt, les aubes commencèrent à tourner en clapotant et le vapeur se mit lentement en route. Les quais de Lübeck, avec leurs grosses barques amarrées, les voiles chaissant au soleil, passèrent devant nos yeux comme un décor mobile. À un tournant de la rivière, la ville apparut tout entière, dominée par les hautes flèches de ces églises qui semblaient s'élever dans le ciel à mesure que les maisons massées à leurs pieds se confondaient en un ensemble brumeux. De sa grosse voix sonore, en appel vif et strident, le sifflet de l'Élida faisait se ranger les barques qui traversaient la rivière. La journée était chaude et claire. Le grand ciel d'un bleu pur s'étendait sans un nuage, et les prairies qui bordent la Trave s'allongeaient à perte de vue en larges lignes d'un vert sombre. Nous étions presque les seuls passagers de première classe, et l'on nous avait aménagé à l'arrière une vaste cabine où nous avions transporté dès le lendemain notre très léger bagage. Vachilis n'avait point paru, et je dois dire que nous ne regrettions qu'à moitié son absence. Nous étions tout au plaisir d'une traversée qui s'annonçait sous les meilleurs auspices. La rivière où nous naviguions ne s'élargissait point sensiblement. C'était encore le modeste et tranquille cours d'eau qu'elle aidait dans Lübeck dans ses rives bordées de roseaux et ses eaux claires et calmes presque sans courant. De temps en temps, de grandes mouettes blanches passaient, rasant le sillage du bateau, annonçant l'approche de la mer. Après 1 heure environ de trajet, les flèches de Lübeck ne semblent plus déjà très au lointain que de grands mâts bleuâtres. La Trave s'élargit en un vaste lac. Sur la rive droite, le village de Glorup allonge sa ligne de maisons basses, dominée par un grand moulin à vent dont les ailes tournent lentement. Puis, les 2 rives se resserrent bientôt, et l'on aperçoit devant soi, s'étendant à l'infini sur l'horizon, une grande ligne sombre. C'est la mer Baltique. Debout sur la passerelle, nous contemplions ce majestueux spectacle, quand tout à coup, le ciel s'obscurcit. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, un brouillard épais enveloppa l'Élida. Ce fut un coup de théâtre, une transformation imprévue et soudaine. Au grand soleil clair succéda, sans transition d'une demi-obscurité, et tout ce qui entourait le navire sembla s'enfoncer et s'éteindre dans une brume opaque. Des vagues courtes, à crête écumeuse, déferlaient. Une barque se détacha du navire, emmenant les douaniers qui nous avaient escortés jusque-là, et nous la vîmes disparaître dans le brouillard. On devinait, tout proche, la silhouette de la jetée et des maisons de Travemünde. Une grande goélette, inclinée sous ses voiles, passa tout contre nous. Et aussitôt, notre navire, soulevé par les premières lames, poussa un long sifflement enroué et s'enfonça dans la brume. Les heures qui suivirent m'ont laissé un souvenir d'une tristesse profonde. Ce passage subit d'un jour ensoleillé d'été à ce brouillard sombre et froid, le mouvement monotone du bateau, qui n'avançait plus à travers cette obscurité quasi complète qu'avec une extrême lenteur, le bruit rauque et sinistre du sifflet, qui ne cessait de lancer les appels auxquels répondaient, à coups répétés de cloches, des voiliers qu'on n'apercevait point, et qui passaient si près de nous, pourtant, qu'on entendait les cris des matelots s'interpellant de bord à bord. Tout cela était empreint de cette mélancolie particulière aux choses de la mer. Accoudé sur la passerelle qui dominait le pont, je suivais du regard le lourd panache de fumée noire qui sortait des cheminées du navire, et faisait dans le brouillard une grande tache sale. À l'avant, parmi d'énormes colis, des caisses, des fûts entassés sous des bâches, on distinguait vaguement, massés en tas, serrés les uns contre les autres, quelques passagers de 3e classe qui se disposaient à passer la nuit dans ces peu confortables conditions. De ce grouillement d'êtres humains, dont on devinait les faces maigres sous les capuchons et les couvertures, se dégageait aussi une profonde impression de tristesse. Il faisait en outre froid et humide, et bien que l'heure fût peu avancée, la nuit semblait déjà être proche. Aussi prîmes-nous le parti d'aller nous étendre sur les couchettes de notre cabine. La soirée fut longue et pénible. Vers 10 heures du soir, le bateau stoppa.
ne pouvant plus se diriger dans le brouillard qui s'épaississait sans cesse. Le sifflet ne cessait de lancer, de minute en minute, ses notes déchirantes. Les vagues secouaient assez rudement la carcasse de l'Elida. Jamais, peut-être, nous n'avions éprouvé une sensation d'isolement pareille à celle qui nous étreignait sur ce navire, où personne ne parlait notre langue, dérivant dans la nuit brumeuse, à travers ce double et troublant inconnu du brouillard et des flots. Nous nous étions endormis cependant, et nous dormions même profondément, quand le bruit que fit en s'ouvrant brusquement la porte de notre cabine nous réveilla tous les deux. À la lumière douteuse qui tombait de la lampe fixée au plafond, nous vîmes un homme que nous reconnûmes aussitôt, et dont l'apparition nous arracha à tous deux le même cri de surprise. Vachitch! Moi-même. Vachitch, vous, sur l'Elida? Comment diable? Eh, sans doute. J'avais pris un billet de 3e classe, par économie d'abord, et pensant que quelques heures passées sur le pont par une tiède nuit d'août ne seraient point trop désagréables. Mais je comptais sur ce damné brouillard. Nous étions là, une douzaine de misérables à grelotter et à claquer des dents. Comme le navire ne marche plus et que la traversée menace de s'éterniser, le capitaine a eu pitié de nous, et nous a répartis dans les cabines inoccupées. Moi, je me suis réclamé de vous, et j'ai demandé à vous rejoindre. Voulez-vous de moi? Sans doute, étendez-vous là, il y a place. Le pauvre garçon, blême de froid, semblait éprouver un plaisir infini à se sentir à couvert. Sa première pensée fut pour sa pipe. Il la sortit de sa poche, la bourra copieusement, et se mit à fumer avec délice. Puis, poussant un soupir de satisfaction, « Ah, je vous avoue que, tout en me recroquevillant là-haut, sous le brouillard, je songeais avec quelques envies à votre ressort, à ces banquettes bien rembourrées. Et à la confortable façon dont vous voyagerez quand vous aurez retrouvé le moyen de faire de l'or. Moquez-vous, c'est une chose bien ridicule, n'est-ce pas? L'effort des inventions humaines se tourne plus volontiers vers les engins de destruction et de mort. Chaque jour voit éclore une de ces gracieuses découvertes, la dynamite, la mélinite, la nitroglycérine, la sébastine, la grisoutine, tout ce qui saute, tout ce qui tue, tout ce qui détruit. Et alors, un homme paraît vraiment atteint de folie s'il cherche, lui, le moyen de démocratiser la richesse et de répandre le bien. Ce n'est point de la folie, c'est de l'utopie, une utopie généreuse et grande, je le veux bien, mais irréalisable. Non point, puisque Tycho Brahe l'avait réalisé. Ce n'est pas dans les livres qu'il avait cherché, lui, la transmutation des métaux. Il avait étudié les actions de ce fluide vital qui est en tout et partout, qui opère journellement sous nos yeux la transformation de la matière, sans que nous puissions en suivre le cours. Dans les effets en sont lents. Tel, par exemple, la production de la houille par la transformation des végétaux, fait prouver, acquis à la science, indéniable, dans les mines du Mexique, dans les mines d'or, les ouvriers qui vivent continuellement en contact avec les gisements du précieux métal ont une expression très typique. Ceci est bon, c'est de l'or, disent-ils. Ceci est mauvais, ce n'est pas encore mûr. Ce n'est pas mûr, vous entendez bien? Il faut le concours de certaines lois, de certaines durées de temps, des siècles peut-être, pour mûrir ce filon, qui n'est encore qu'une substance sans valeur. Eh bien, peut-on trouver le moyen scientifique de hâter cette maturité? Oui, certainement, oui. Telle est toute la question. Et ce moyen, Tycho Brahe l'avait trouvé. Il savait que la matière est une, et que les métaux ne sont pas des corps simples, comme on le suppose, mais des agrégats de molécules, qui se sont amalgamés d'une certaine façon, sous l'action de certaines forces. Mais dites-moi, Vachilitch, j'admets pour un instant que vous ayez réussi. L'or est devenu aussi commun que le cuivre. Toutes les usines du monde en fabriquent à volonté. Qu'arrive-t-il? Les pièces de 20 francs ont tout juste la valeur d'un assignat de la République, et il faudra chercher un autre métal pour servir de signe représentatif aux échanges de valeurs réelles? Ce qui arrive, mais la grande, la définitive révolution économique que le monde attend et qui doit le transformer, elle est imminente, n'est-ce pas? Tous l'attendent, tous courbent d'avance le front sous la tournure que s'élève de tous les points de la terre, où l'on souffre, où l'on peine, où l'on meurt de faim. Et qu'avez-vous à y opposer à cet ouragan social qui menace de toutes parts le vieux monde? Rien, rien, rien. Bah, si le vieux monde doit crouler, c'est que son heure est venue,
Il faut être fataliste, voyez-vous. Si au cours de cette nuit brumeuse, un navire venait à heurter les Lidas, nous n'aurions rien d'autre à faire qu'à nous laisser sombrer, n'est-ce pas? Si notre société doit être engloutie un jour, comme l'ont été les civilisations antiques, qu'y pouvons-nous y faire? Nous défendre, lutter, donner nos forces et notre vie. Oh, Vassilitch, comme vous êtes bien de votre pays. Quelle théorie nébuleuse, quel beau rêve d'avenir pour l'humanité. Laissons donc là tous ces sujets, graves sujets. Le hasard nous a fait vous rencontrer, et je l'en remercie, mais pour Dieu n'en profitons point pour discuter politique. Parlez-nous du Danemark que nous allons visiter, et que vous connaissez. Parlez-nous de votre île de Ève, dont vous nous... Parlez-nous du Tsar, que nous verrons à Copenhague, et dont la présence en Danemark est pour moi, je l'avoue, une grande attraction. Le Tsar, je n'ai rien à en dire. Pourquoi m'interroger encore à ce sujet? Et le front de Vassilitch se rebrunit visiblement. D'un geste brusque, il ramena sur ses genoux son ample couverture de voyage et s'enfonça sur la banquette de l'air d'un homme déterminé à ne point continuer la conversation. Pourtant, ne pouvant comprendre en quoi je l'avais froissé, je continuai à parler de choses indifférentes, sans pouvoir obtenir de lui d'autre réponse que quelques monosyllabes de complaisance forcée. Mon ami s'était étendu sur sa couchette et semblait dormir. Quand je vis que j'en étais pour mes frais de conversation, je pris à mon tour le parti de me taire. Mais j'avoue que l'originalité de notre étrange compagnon de voyage me semblait inexplicable, et, tout en fermant les yeux, je retournai en mon esprit le singulier entretien que nous venions d'avoir avec lui, sans pouvoir comprendre le motif de son évidente bouderie. L'Elida dérivait toujours, ne pouvant continuer sa route à cause du brouillard. On n'entendait que le bruit continuel de l'eau coulant avec un murmure de source sur les flancs du navire, ou clapotant contre le hublot fermé de notre cabine. Le pas monotone et régulier du matelot de quart qui arpentait le pont au-dessus de nos têtes, et les longs coups de sifflet qui, de minute en minute, perçaient la brume de leurs cris rauques et enroués. Soudain, je sentis une main s'appuyer sur mes genoux, et j'ouvris les yeux. Mon ami s'était dressé sur son séant, et c'était lui qui éveillait ainsi mon attention. D'un geste, il me montra Vassilitch endormi, et, mettant le doigt sur la bouche, il me fit ce signe qui veut dire « Sois muet ». Je le regardai avec étonnement, mais il recommença sa pantomime. Et, se recouchant, il ferma les yeux et reprit son immobilité. Tout cela n'avait duré qu'un instant, mais j'en restai fort intrigué, et cet incident ne contribua pas peu à me tenir éveillé. Quel intérêt si pressant pouvions-nous avoir à respecter à ce point le sommeil de Vassilitch? C'était là un mystère que je ne renonçais à approfondir. À force de retourner en mon esprit cette énigme, mes idées finirent par se brouiller, et peu à peu je m'endormis. Quand je me réveillai, l'Elida avait repris lentement sa marche. Mes deux compagnons dormaient encore. Il faisait petit jour. Je montais sur le pont désert. Le brouillard était devenu plus dense encore, et plus opaque que la veille. Le bateau avançait, en tour de roue, sifflant toujours. Il faisait froid. Je m'enveloppais d'une couverture et m'assis sur un banc à l'arrière, bercé par le monotone et désagréable mouvement du roulis. L'homme de la barre, encapuchonné, manœuvrait la roue du gouvernail. Deux matelots tenaient à la main, l'un le loch, l'autre la sonde, que, sur un signal du capitaine, il jetait fréquemment à l'eau. Tout à l'avant, un mousse, penché sur le bout dehors, faisait l'office de vigie. Ainsi, prudemment conduite, l'Elida s'avançait à travers la brume épaisse qui l'enveloppait de toutes parts. Intéressé par cette manœuvre, je m'étais approché de la passerelle, quand j'aperçus le buste de mon ami émerger de l'escalier de l'entrepont. J'allai à lui. « Et Vassilitch ?»« Il dort toujours. M'expliqueras-tu la recommandation muette que tu m'as faite cette nuit? Était-il donc indispensable de me réveiller pour me recommander de garder le silence? » Tout à fait indispensable. Tu aimes à parler, c'est ton défaut. Cela n'a pas grand inconvénient, je te l'accorde, quand on se trouve en compagnie d'indifférents. Mais dans le cas présent, je trouve parfaitement inutile de donner la réplique à cet inconnu qui nous suit comme notre ombre.
Ton jugement sur son compte n'a donc pas changé? Ah, ça, tu ne vois donc rien. Tu n'entends rien. Tu ne comprends rien. Quoi voir? Quoi comprendre? Ce Vassilitch. Sais-tu ce qu'il est, ce Vassilitch? Dame, pas plus que toi, j'en conviens. Eh bien, je le sais, moi. C'est un nihiliste. Hein? Comment? Voilà un étudiant russe qui s'accroche à nous sans raison, qui se réclame de nous, pour rendre passage à bord du paquebot qui voyage sans motif avouable? Tycho Brahe? Innocent. À qui feras-tu croire qu'à notre époque, il se trouve des gens assez simples pour étudier les sorcelleries d'un alchimiste du XVIe siècle? Non, Tycho Brahe n'est qu'un prétexte. Ce Vassilitch veut donner le change sur ses intentions. C'est un exalté, tu en conviens. Un socialiste. Tu le lui as dit toi-même. Et s'il en s'en est froissé, souviens-toi, chaque fois que le nom du tsar est revenu dans la conversation, il s'est troublé visiblement et a détourné l'entretien. Il nous a conté je ne sais quelle sornette sur le bonheur futur de l'humanité. Il a parlé des classes souffrantes et de la révolution à venir. Il ne nous a pas caché qu'il a fait le sacrifice de sa vie. Et remarque que toutes ces confidences lui étaient en quelque sorte arrachées par l'exaltation, par la fièvre qu'il apporte à la discussion. D'ailleurs, il suffisait de remarquer le ton dont il a prononcé ces mots. Rien, rien, rien. C'est un nihiliste. Tu me fais peur. Alors, d'après toi, ces singularités, ces bizarreries qui m'avaient frappé, en effet. Singularité, bizarrerie. Dis plutôt ces allures ténébreuses, ces façons pleines de mystères, ces réticences louches. Cet homme-là cache de terribles secrets. Et des projets. Quels projets, voyons? Dame, le sais-je. Pourquoi se rend-il en Danemark au moment précis où le tsar va y arriver? Pourquoi prend-il la voie détournée de Lübeck pour gagner Copenhague? Pourquoi voulait-il en quelque sorte nous forcer à l'accepter comme compagnon de voyage? Pourquoi tenait-il tant à se glisser à bord de l'Elida à la faveur de notre propre embarquement? J'étais consterné. Un nihiliste. Il y a donc des nihilistes. Chut! Tais-toi! De la prudence, le voici. L'étudiant russe, en effet, s'approchait de nous. Il venait d'allumer son éternelle pipe et scrutait le brouillard en connaisseur. Nous en avons pour jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Nous devrions être à l'heure présente entrée dans le port de Copenhague. Nous aurons 8 heures de retard à peu près. Et, sur ce thème peu scabreux, la causerie reprit entre nous comme si rien ne s'était passé. Pourtant, je sentais pour ma part qu'une sorte de défiance planait sur notre entretien. On parlait du temps pour dire quelque chose, mais de longs silences jetaient une gêne dans la conversation. Vassilitch, cependant, nous donnait au sujet de ces étonnants brouillards de la Baltique des détails nouveaux pour nous et pleins d'intérêt. C'était véritablement un garçon instruit. Il avait beaucoup lu et beaucoup voyagé, et sa nature rêveuse de Scandinave donnait à ses récits un charme particulier et très subjectif. On songeait, malgré soi, en l'écoutant, à ces étudiants moscovites que nous montrent les romans russes contemporains, gens simples et tranquilles d'aspect, auxquels, pour vivre, suffisent quelques kopecks, mais qui cachent sous leur front pâle et leurs cheveux jaunes des tempêtes de passion et des rêves insensés. Nihiliste, me disais-je, en regardant ses yeux pâles et doux. C'est donc ainsi fait un nihiliste. Et la supposition me paraissait moins invraisemblable quand, sous l'influence d'une pensée secrète, ses mêmes yeux s'enflammaient et lançaient des regards d'une dureté et d'une énergie troublantes. La matinée s'acheva dans une flânerie forcée. Vers midi, le brouillard sembla s'épaissir encore. L'Elida avançait au tour de roue, lançant continuellement de grands appels de sifflet. De temps à autre, d'autres coups de sifflet assez rapprochés indiquaient le voisinage d'un vapeur qu'on ne voyait pas. Ou bien c'était la sonnerie d'un voilier, qui répondait à nos signaux. Peu à peu, le brouillard sembla ainsi s'animer. Devant nous, à droite, à gauche, résonnaient des bruits de sifflets et de cloches. Parfois, un nuage gigantesque se dressait tout à coup à l'avant de notre bateau. Puis soudain, sortant de la brume, réduit en un instant à ses proportions réelles, apparaissait un trois-mâts naviguant doucement et qui passait à quelques mètres de nous. Bientôt,
Ce curieux phénomène devient plus fréquent. C'était à la fois merveilleux et terrifiant de songer que, dans cette brume, évoluaient tant de navires, se croisant, se touchant presque sans se heurter. Les passagers étaient tous sur le pont, intéressés par ce spectacle. On devinait à cette animation de la mer l'approche du Sund. Et voilà qu'en un instant, le brouillard devint plus léger. Des lambeaux s'enlevèrent comme des mousselines, dégageant de grands pans de ciel bleu, et aussitôt ce fut comme le déroulement d'un décor. Un ruissellement de soleil jaillit de la brume, et le Sund apparut tout entier, sous un ciel d'une pureté absolue. Des centaines de bateaux, de barques s'inclinaient sous un souffle dans leur voile blanche. En face de nous se dressaient tout blancs, au milieu des flots, les îlots fortifiés qui protégeaient les passes de Copenhague. L'Elida lança un dernier coup de sifflet, prolongé et joyeux, et, comme délivré, le navire s'élança à toute vapeur sur la belle nappe blanche et calme qui s'étendait à perte de vue. Au centre de ce magique tableau, un grand brick, tout pavoisé d'oriflammes rouges à la croix blanche, la carène étincelante de dorure, venait droit à nous, suivi par une longue traînée de fumée qui sortait de ses deux cheminées. « Le Dan Brogue !» fit le capitaine, en étendant le bras vers ce navire qui avançait majestueusement, semblable à ces somptueuses galères aux tentes de pourpre que montrent les tableaux du XVIIe siècle. « Le brick du roi Christian ! Il va chercher à Kronstadt le tsar et sa famille. » Nous gardions le silence, fascinés par l'indescriptible spectacle qui se déroulait devant nos yeux. Vassilitch, debout près de nous sur la passerelle, regardait lui aussi le navire royal qui s'avançait rapidement. Il était transfiguré. Ses narines mobiles, ses yeux fixes, son front plissé, donnaient à son visage une expression de triomphante baravarde. Une émotion profonde semblait l'étreindre tout entier. Ses mains se crispaient sur la barre d'appui contre laquelle nous étions amassés. Et, de ses dents serrées, il mordait ses lèvres minces. Sans doute à ce moment il sentit mon regard peser sur lui, car, comme pour échapper à une obsession gênante, il dirigea vers moi ses yeux courroucés. Ce ne fut qu'un éclair, car je détournai aussitôt la tête. Mais de cet instant, il me sembla que je voyais clair en lui, et qu'il se comprit deviner. Le Dan Brogue passa tout près de nous. Au moment où nous allions le croiser, le drapeau danois se hissa au mât de l'Elida, et le navire royal répondit à ce salut par un coup de canon. Puis, majestueusement, il continua sa route vers la haute mer. Nous étions alors dans les passes de Copenhague. L'Elida tournait autour d'une grande forteresse dont les murs, percés d'embrasures régulières, semblaient surgir des flots, et tout à coup, la ville apparut, avec ses clochers et ses dômes, derrière une forêt de mâts. « Où logerez-vous » demanda Vassilitch au moment où nous retrouvâmes dans la cabine pour boucler nos sacs. « À l'hôtel Gerban. » Il y eut un silence. Pourtant, par politesse, je l'interrogeai à mon tour. « Et vous ?»« Oh, moi je vais simplement chercher mon courrier qui m'attend à la poste, et je reviens au port. Il fait bonne brise, et une barque me conduira en 2 heures à l'île de Haine. » Adieu alors. Non, pas adieu. Au revoir, je vous écrirai. Et nous nous quittâmes après avoir serré sans grande démonstration d'amitié la main qu'il nous tendit.